J'étais en cours à côté. Donc c'est-à-dire que à la pause du midi, moi il y avait tous mes potes qui étaient en train de faire machin, à manger et tout, ils sortaient et tout. Moi j'étais comme un autiste, tu vois, sur mon téléphone, dans un escalier du lycée, à publier des posts, à machin, à faire des stories quoi. Soit je travaille pour l'État, soit je travaille pour un patron. Un moment est venu le jour où j'ai lancé ma première formation. Et là, ça a été le deuxième gros déclic que j'ai eu dans ma vie. Soit ton premier paiement, tu fais « Ah mais en fait ça marche ». Aujourd'hui, je suis avec Manoa. Bonjour Manoa. Bonjour Antoine. Alors on ne te voit pas, tu vas nous expliquer pourquoi dans une seconde. À la base, c'est un client à moi qui a construit un business sur Internet de fou, qui tourne autour d'Instagram. Tu fais zéro publicité. Combien il te rapporte ce business aujourd'hui? Alors en 2021, il m'a rapporté très exactement 418 000 € de chiffre d'affaires, sans publicité comme tu l'as dit. Donc une fois que tu as enlevé les charges de la TVA, c'est du profit à 100%. Ok, donc sans pub, avec de la vente de formation. Exact. T'as quel âge? 19 ans. Ok, la relève. Et pourquoi déjà tu veux rester anonyme et tu veux pas qu'on voit ton visage? Alors c'est pas de l'anonymat, puisqu'en soi tu tapes mon nom, mon prénom, tu tapes Fortumedia, tu tombes sur société.com, il y a mes informations, etc. Donc c'est pas de l'anonymat, puisque quand tu montes un business en France, de toute façon tu ne peux pas être véritablement anonyme. C'est plus que moi j'ai toujours détesté la notoriété. En fait j'aime bien ce que ça peut apporter de positif, c'est-à-dire les contacts, le réseau, l'influence, les portes que ça t'ouvre, mais je déteste le côté. Imaginons un jour, je suis au restaurant avec mes parents ou des amis, etc. J'ai pas envie que ma vie professionnelle puisse empiéter sur ma vie personnelle. Donc c'est juste, je veux pas être vu, par exemple, Fortumedia aujourd'hui, ça fait 3 millions d'audiences mensuelles, à peu près, en contenu d'acquisition. Et donc je me dis, bon, si 3 millions de personnes voient ma tête tous les mois, mathématiquement, je vais me faire reconnaître au bout d'un moment et j'ai juste pas envie, c'est mon travail. Même si quand on est entrepreneur, la frontière est parfois fine, moi j'ai pas forcément envie que les deux se mélangent plus que ça ne doit l'être. Alors ça c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de clients et de gens dans mon audience qui veulent pas montrer leur visage mais qui veulent construire un truc sur internet et qui ont l'impression que c'est pas possible, qui vont pas réussir à connecter avec leur audience. Toi, tout ton business est basé autour de vidéos et d'images dans lesquelles on ne voit pas ton visage. Comment t'as fait? Alors, premièrement, je pense qu'il n'est pas nécessaire de montrer son visage pour attirer des gens, pour se faire reconnaître et pour instaurer de la confiance. Je pense que la confiance, déjà, elle peut passer par d'autres facteurs, que ce soit les témoignages clients, etc. Mais surtout, oui, effectivement, mon business, il est basé autour de la vidéo, parce qu'on attire des clients comme ça sur Fortumedia. Je dis on, mon équipe et moi, puisque j'ai une assistante à un bras droit. Et en fait, on peut se servir justement du contenu vidéo parce que c'est celui qui marche le mieux, mais en subtilisant, entre guillemets, légalement évidemment, le contenu d'autres personnes qui partagent tes valeurs, qui prônent les mêmes idées que toi, qui sont dans la même niche, les mêmes thématiques, sans toutefois te montrer toi. C'est-à-dire que le contenu, même si, alors dans mon cas par exemple, on peut faire de la vidéo avec des reels, moi c'est ce que je fais sur Instagram, donc des vidéos qui vont être du contenu d'acquisition, qui vont rapporter des clients donc sur Instagram de par leur viralité, mais c'est pas nécessaire en fait quand tu utilises un format d'image ou de vidéo de te montrer toi. Tu peux emprunter des figures d'autorité, tu peux utiliser des images d'autres personnes, etc. Donc tu peux utiliser des supports qui vont bien marcher sans toutefois te mettre face à la caméra parce que comme moi, il y en a qui ont pas envie, ou ils se sentent pas à l'aise, ou ils ont pas envie d'être reconnus, etc. Ou alors ils ont aussi une vie à côté et ils ont pas envie que les deux se mélangent. Tout à fait. Je me demandais aussi, alors t'as 19 ans, tu sors du lycée quoi, en fait t'étais encore au lycée l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est ça? Il y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans, et à quel moment est-ce que t'as découvert que tu pouvais construire une activité sur internet et à quel moment tu t'es dit allez j'y vais? Alors j'ai connu ça très tôt, je l'avais déjà raconté dans plusieurs podcasts, j'avais commencé un petit peu par hasard sur Minecraft, tu connais sûrement le jeu vidéo, et j'avais déjà à 13-14 ans mon propre serveur. Donc avec des gens qui venaient, j'avais une chaîne YouTube à côté, donc pour le plaisir, parce que voilà, c'était un peu à la mode d'être youtubeur à l'époque. Et quand t'es gamin, tout le monde a envie de devenir youtubeur, de devenir connu entre guillemets, avoir une fanbase machin. Et du coup, moi, je faisais des vidéos sur mon propre serveur, ce qui amenait des gens. Sauf que moi, ça me coûtait 14 € par mois d'avoir un serveur, de le maintenir, d'acheter les serveurs, les machins. Et donc 14 € par mois quand t'as 13-14 ans, en fait, tu pioches dans tes économies ou ton argent de poche. Donc c'est chiant, parce que 14 € aujourd'hui, c'est rien du tout. Mais à l'époque, c'était une somme colossale. C'était la moitié de mon salaire. Tu utilisais pas des Allopass où t'appelais avec le téléphone de tes parents? Vous faisiez tout ça à l'époque, quoi. Même pas, non, parce que moi, je me serais fait défoncer par mes parents s'ils avaient fait ça. Et du coup, je me suis retrouvé face à une problématique de j'ai des coûts mensuels pour mon plaisir. Comment est-ce que je fais en sorte que ça soit soutenable pour moi économiquement, du haut de mes 30 € d'argent de poche par mois, quoi. Et du coup, un jour, je me suis dit, tiens, il y a des gros serveurs qui font ça. Pourquoi est-ce que je vendrais pas des grades VIP? C'est-à-dire, tu donnes aux joueurs des avantages, des bonus, des machins, et en échange, ils payent le serveur. Bien, exactement. Ils payent un grade, par exemple, moi j'avais décidé que ça serait 5 € par mois. Et donc j'ai fait une annonce sur le serveur, et dans la même journée, j'ai eu, je sais plus, 5, 6, 7 ventes, quoi.
à 5 euros. Mais t'as 14 ans, tu fais 30-35 euros en un jour. Évidemment, sans TVA ni taxe sur PayPal à un faux nom, vraiment ultra borderline. Et du coup, là, c'était le déclic mais en fait, là, j'ai 14 ans, et je viens de me faire 35 euros, ce qui est pas loin du SMIC quotidien de quelqu'un qui travaille, quoi. Donc là, déjà, t'as un changement de paradigme assez important. Et ensuite, de fil en aiguille, lorsque j'étais youtubeur, j'ai commencé à beaucoup traîner sur Facebook. C'était très à la mode à cette époque-là. Et du coup, j'ai commencé à avoir des gens qui me disaient « Ah, mais tu fais du montage ?» Moi, oui. On me demande « Tu fais ça ?» À l'époque, t'as l'occasion de te faire 10-15 euros. Oui, je le fais. J'apprendrai en cours de route. C'est pas grave. Et du coup, j'ai commencé à faire du montage, etc. Jusqu'au jour où j'ai commencé à vendre des montages, mais de manière quotidienne, quoi. C'est-à-dire 1, 2, 3 montages par jour. Alors même si ça me prenait un temps fou, tu vois, j'étais en études, voilà, troisième, qu'est-ce que t'as à faire en troisième, quoi. Du coup, j'avais énormément de temps libre et donc je commençais à vendre des montages, des introductions vidéo aussi. Tu sais, c'était beaucoup à la mode, des petites animations 2D, 3D, etc. Et du coup, je suis arrivé, voilà, j'étais en troisième au collège. Et je faisais du 40-50 euros par jour, tous les jours, donc un SMIC. C'est intéressant. Donc t'es entré par la porte un peu jeux vidéo, Minecraft, etc. Minecraft d'ailleurs c'est super entrepreneurial comme jeu, notamment dans les serveurs et tout. Moi je me souviens que quand j'avais à peu près cet âge-là aussi, j'étais sur un serveur Minecraft qui avait recréé toute une économie avec de l'argent virtuel. Enfin tout était virtuel, mais ils avaient créé une économie à l'intérieur du serveur. Moi j'avais acheté un terrain, j'avais monté une armurerie, je l'avais monté juste devant l'arène de combat et j'organisais des combats pour que les mecs viennent acheter mes armes dans mon armurerie. Excellent. Et donc déjà à cette époque je faisais des offres flash, tu vois, mais sans le savoir. Et en fait tu vois tes parents ils se disent putain il est encore en train de glander là sur son jeu vidéo de merde. Et toi en fait t'es en train de construire des business et d'élaborer des trucs sans même le savoir, sans même te rendre compte. Donc c'est puissant. Et à ce moment-là tu t'es dit bah tiens il y a des gens qui peuvent m'envoyer de l'argent pour avoir des grades, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent m'envoyer de l'argent pour que je rende des services. Donc en fait, tu t'es rendu compte que tu pouvais apporter une valeur au monde et que tu pouvais être payé pour ça à 14 ans. Bien sûr, et c'est surtout comme tu l'as dit, ce changement de paradigme où tu dis mais en fait, dès que tu as quelque chose que les gens veulent et qui a assez de valeur à leurs yeux pour qu'ils puissent échanger leur argent durement gagné, économisé contre ce que tu as à leur apporter, tu dis mais en fait, que ce soit sur Minecraft, sur Facebook, de la vidéo, du montage, des produits, bon j'y pensais pas encore, tu te dis bien à 14 ans, mais dès que tu comprends qu'en fait si tu arrives à donner aux gens ce qu'ils veulent et que tu arrives à mettre ces gens en face de ton offre, alors je savais même pas que c'était une offre. C'est un changement de paradigme en fait. En fait, moi je conseille souvent à mes clients de pas focus sur faire le million, faire 100 000 euros, juste faites votre première vente. Vends ce que t'as. Vends ce que tu peux délivrer. Vendez ce que vous avez et surtout faites votre première vente parce que ça change tout en fait. C'est clair. Tu reçois ton premier paiement, tu fais ah mais en fait ça marche. C'est clair. Et c'est un truc presque virtuel en fait. Et pourtant c'est évident en fait quand on y pense. C'est genre voilà, t'as des compétences, tu les vends contre de l'argent, ça existe depuis toujours. Mais en fait c'est vrai qu'on s'est tellement éloigné de ça aujourd'hui dans les sociétés modernes où tout est hyper spécialisé, où les enfants travaillent pas et où c'est mal vu qu'ils travaillent, qu'en fait on est rentré dans ce truc là où à part faire du babysitting ou tourner la pelouse, ça vient même pas à l'idée de beaucoup de jeunes. Je parle d'adolescents, tu vois. De commencer à travailler, alors qu'en fait, il y en a plein qui ont des compétences super pointues, super spécialisées dans plein de domaines, que ce soit des WordPress, création de sites, codage, montage vidéo, qui ont de la valeur et qui pourraient vendre cette valeur, quoi. Oui, mais c'est pas forcément de leur faute aussi. C'est le truc de quand tu vis dans une société où même moi j'avais comme toi des parents. Alors moi, ma mère, elle est médecin, mon père, prof d'anglais, mais tous les deux fonctionnaires. Donc, tu as déjà un paradigme il n'y a pas de profession libérale qui t'a apporté en tant que schéma naturel et possible dès ton enfance. Donc, pour moi, déjà, être à son compte, j'avais pas forcément de modèle. Donc, déjà, toi, ton seul paradigme, on reprend encore une fois cette expression-là, c'est, écoute, soit tu travailles pour l'État, soit tu travailles pour un patron. Et donc, t'as pas cette entre-deux, entre guillemets, cette tierce possibilité de dire, mais en fait, du moment que j'ai un produit et que j'ai des clients et qui sont prêts donc à payer pour mes produits, mes services, etc. Ce qui en fait est hyper simple. Mais encore une fois, moi j'aime beaucoup remonter à l'état de nature. C'est-à-dire que les hommes préhistoriques, ils faisaient du commerce, alors c'était plus du troc que du commerce, mais c'est extrêmement naturel, tu vois. C'est-à-dire que le capitalisme, le libéralisme, c'est des systèmes qui sont de nature. C'est-à-dire que l'être instinctif. Humain, dans la cour de récré, on échange des cartes Pokémon, on est déjà en train de le faire. Voilà, et t'as pas d'entité qui va dire, non, en fait, tu travailles pour la maîtresse pour vendre des cartes Pokémon qu'elle te donne. Non, c'est toi, tu les as acquises, ces cartes. Ok, ton client, donc ton camarade, il estime que ta carte, elle vaut 3 des siennes. Si ça te convient, tu fais un échange. Donc c'est extrêmement naturel et pourtant... Et ça fait pas partie des choix par défaut qu'on donne, où t'as l'impression soit tu deviens salarié, tu choisis en fait un métier
au lieu de simplement regarder ce que tu peux offrir au monde. Tu vois. Bien sûr. Et tu dois rentrer dans une case. Et c'est vrai que ce truc-là, c'est assez difficile. Et l'entrepreneuriat est quand même pris en compte. Mais en tout cas, moi, quand j'y étais, c'était l'entrepreneuriat startup. Moi, quand j'ai démarré mon école de commerce, c'était autour de 2010. C'était la mode à fond des grosses startups. Tu vois, tout le monde voulait créer un nouveau Facebook. Et à l'époque, être entrepreneur, ça voulait dire inventer un produit qui n'existe pas, réunir 5 glandus autour de toi, essayer de lever des fonds et peut-être un jour, si tu as de la chance, faire en sorte que ça marche. Et c'était ça la définition d'être entrepreneur à ce moment-là. Et c'est vrai que en fait, on nous parlait pas tellement du freelancing, qui est quelque chose qui est accessible à tellement plus de monde, quelque chose qui est tellement plus simple et quelque chose qui pour beaucoup de gens va leur mettre le pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat réel sur le terrain, qui va leur permettre plus tard de créer une structure beaucoup plus grosse. Bien sûr, mais on a aussi ces modèles-là. J'avais expliqué ça, je me souviens plus quand, mais nous, les modèles d'entrepreneurs qu'on a, c'est pas forcément des Xavier Niel. Ouais. C'est pas des gens qui vont foncer tête baissée avec un produit, un service, qui vont faire allez hop, j'y vais, quoi qu'il arrive. Bon, c'est pas ultra dans les clous, j'ai pas encore de structure, le produit il est à peine fini, mais j'y vais. Nous, nos modèles, c'est des Elon Musk, c'est des Mark Zuckerberg, et ces gens-là, en fait, oui, effectivement, ils ont une idée révolutionnaire qui a extrêmement bien marché. Et donc, nous, on a ce sentiment-là, puisque c'est nos modèles, c'est ce qu'on nous vend sur les comptes Instagram, c'est ce qu'on nous vend sur les vidéos, les films aussi. Tous les films, c'est des gens qui ont une idée géniale, ont un talent exceptionnel. Ouais. Et tout va très vite. Ouais. Tout va très vite. Alors que, de facto, aujourd'hui, être un entrepreneur, c'est pas ça. C'est simplement être à ton compte. Voilà, le freelancing, c'est ça. C'est, écoute, t'as un truc à vendre, produits, services, peu importe. Bon, souvent, c'est des services. Les gens les veulent. Bon, très bien. Tu fais en sorte que ces gens tombent sur ton produit, ton service. Okay. Et tu leur vends. On reprend ton histoire. Donc, tu découvres tout ça, tu commences à gagner de l'argent adolescent. À quel moment ton business commence à décoller? C'est quand j'ai basculé sur le dropshipping. Okay. Que j'ai commencé à faire pas mal de ventes, mais que c'était quand même quelque chose qui, à mon avis, n'allait pas forcément durer. Enfin, qui aurait pu durer sous plusieurs formes, mais fallait être en constante évolution, et à moins de construire une marque e-commerce, de capitaliser énormément dessus, c'était pas soutenable sur 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, j'ai repensé à la ruée vers l'or. Je pense que tu connais, il y a 2 types de personnes qui sont devenues très riches durant la ruée vers l'or. C'était les premiers arrivés. Alors, outre les chanceux, il y avait effectivement des chanceux dans le tas, mais c'était les premiers arrivés, ceux qui découvraient le filon en premier, ou les vendeurs de pioches. Moi, j'étais face à un marché en France où le dropshipping était en pleine expansion, et je me suis dit, bon, effectivement, on peut se battre contre tous ces gens-là. Ou alors, on peut les aider, et ces personnes-là qui ont du budget, parce que moi, je prenais vachement en compte le pouvoir d'achat de ma cible potentielle, ces gens qui se lancent, donc des entreprises ou des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, ils ont besoin d'un site web. Sauf que ça les fait chier, ils savent pas comment faire un beau site web, etc. Et moi, j'avais plein de templates, entre guillemets, de sites web. J'avais acquis une capacité à créer des sites web, parce que quand j'avais commencé le dropshipping, j'avais fait 20-25 sites avant que ça marche vraiment. Je me suis dit, mais pourquoi, tout simplement, vu que j'avais un réseau d'entrepreneurs de dropshippers sur Facebook, pourquoi ne pas proposer mes services de création de site web? Et là, tu passes de ta meilleure journée avec le dropshipping, c'était 300 € de bénéfices, alors que tu avais dû travailler des semaines pour arriver à justement ce petit niveau de copywriting sur ta fiche produit, mais trouver le produit, machin et tout. Et moi, j'avais décroché donc un client en prestation de service, mon premier, 500 € de bénéfices dans la poche pour un site qui allait me prendre une après-midi à créer, parce que j'avais déjà tout optimisé, les templates, le process et tout. Donc là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je préfère faire? Et encore, les sites, moi, j'avais un ami qui avait pas trop d'argent et qui était prêt à bosser, et du coup, je lui sous-traitais un petit peu la création des sites web. Donc en fait, je me suis retrouvé en première avec 3-4 000 € de bénéfices nets dans ma poche, alors que j'étais déclaré du coup en micro-entreprise à 16 ans, avec mon petit empire entre guillemets, des clients qui me recommandaient, donc du trafic, etc. Des ventes qui tombaient, tac, tac, tac. Tous les 3 jours, j'avais un nouveau prospect qualifié. Et c'est à ce moment-là que ça a décollé entre guillemets, où j'ai vraiment pu prétendre à vivre de ce business-là. Et je me suis dit, bon, là, les études supérieures, ton école de commerce pour apprendre les 4P, c'est bien gentil, mais non, quoi. Et c'est là où j'ai dit à mes parents, écoutez, papa, maman, je ne vais pas faire d'études supérieures. Là, ça marche. Peut-être ça marchera plus dans 1 an et demi, parce que du coup, j'étais en première. Donc, mon but, c'était, je me souviens, petite anecdote, lorsque j'ouvrais Google Chrome sur mon PC de l'époque, j'avais un timer, un compte à rebours, qui me donnait le temps exact. Donc, mois, jour, heure, minute, seconde, qui me restait avant donc d'obtenir ma majorité. Et puisque c'était le 30 juin, c'était synonyme de l'arrêt des études, etc.
Ok. Et donc, j'avais dit à mes parents, voilà, il me reste 1 an, 6 mois, etc. Il faut que je sois libre financièrement, il faut que j'ai de l'argent de côté, je ne ferai pas d'études. Comment ils ont réagi? Bah, tu te doutes bien que la mère médecin, le père prof d'anglais, donc respectivement, c'est drôle parce que j'ai vraiment, plus 12. moi c'est là pareil, mais c'est switché chez moi, c'est genre le père médecin et la mère dans l'éducation nationale. C'est très difficile pour eux, en fait. Ouais. Même pas parce qu'ils te font pas confiance ou quoi, mais parce que c'est tellement loin de leur schéma, et même, enfin, je serai à leur place, t'as ton fils qui débarque, il a 16 piges, j'ai dit, oui, en fait, je vais gagner ma vie sur Internet. Ouais, bah, c'est très bien, passe ton bac d'abord, bah, sucer ton pouce et puis on reparle demain, quoi. Mais je me dis, moi, j'étais comme toi, je me dis, à quel moment, comme des cons, on va les voir et on dit, hey, je vais devenir riche, t'inquiète, j'arrête mes études, t'inquiète, ça va bien se passer et tout. Et on pense qu'ils vont bien réagir, tu vois. Oui, mais aucune chance, quoi. Parce que nous, on a bouffé des heures de podcasts. Pour nous, c'est évident, parce que, tu sais, on l'a tellement vu, on connaît tellement ce monde-là, que ça nous paraît accessible, tu vois. Évidemment. Alors que pour eux, ils disent, de quoi tu me parles, tu vois, de quoi tu me parles? Je sais même pas que ça existe, ton machin, tu vois. Et du coup, j'imagine que tu t'es dit, bon, allez, fuck, tant pis s'ils sont pas hyper chauds, je vais le faire quand même, quoi. Ben, en fait, je leur ai dit, alors, pas précisément avec ces mots-là, mais je leur ai dit, écoutez, moi, je pense avoir trouvé mon truc. Je suis bon là-dedans. À 16 ans, quand tu gagnes, enfin, c'était pas pour m'auto-flageller, mais t'avais déjà quand même des résultats à mettre sur la table. Résultats. Okay. Ça faisait plus d'1 an que je gagnais plus d'un SMIC, quoi. Donc c'est pas rien. Parce que moi, quand j'ai fait ça, j'avais rien du tout encore, tu vois, en plus. Ah là, ouais, faut des couilles quand même. Mais voilà, moi, j'avais de la preuve à apporter et je leur ai dit, écoutez, soit vous me suivez. Et moi, d'ailleurs, je remercie beaucoup mes parents parce que après de longues discussions, ils m'ont suivi, ils m'ont aidé à me déclarer, etc. Donc, il y a quand même une certaine acceptation, mais parce que je leur ai montré plus d'un SMIC par mois au préalable. Donc, j'étais pas déclaré à cette époque-là. Et je leur ai dit, écoutez, dans tous les cas, je vais le faire. Donc, soit vous me suivez, ça se passe relativement bien, je continue jusqu'au bac, etc. Soit ça va être la guerre à la maison et ni vous ni moi n'avons envie de ça. C'était de la persuasion, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Fait un coup de pression à ses parents. Mais c'est pas con. En vrai, je trouve qu'ils ont bien réagi de se dire, bon, bah, de toute façon, il va le faire. Je pense que toi, déjà, t'as eu raison de leur montrer que t'étais déterminé, de leur exposer les faits, tout ça. Et eux, je pense qu'ils ont bien réagi de se dire, de toute façon, il va le faire, même si moi, j'y crois moyennement. Autant le soutenir, autant être du bon côté, si tu veux, étant donné que de toute façon, il va le faire, et de pas mettre en guerre avec lui, et de pas et si ça marche, en plus de pas être, genre pas être dans le storytelling. Dans le storytelling de mes parents, on a empêché, bien sûr, bah oui. Ouais, après, franchement, j'ai eu beaucoup de chance parce que, enfin, c'est pas forcément de la chance, mais c'est qu'ils ont été compréhensifs quand ça a marché. Moi, c'est un truc d'ailleurs que je reçois souvent puisque mon audience, elle se retrouve aujourd'hui dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années. Et j'en ai beaucoup qui me disent, oui, Manoa, moi, je sais que ça marche, j'ai vu tes résultats, j'ai vu plein d'entrepreneurs qui réussissent, j'ai en plus un ami qui aujourd'hui gagne bien avec la crypto, machin, etc., peu importe, ou son business, peu importe. Donc, je sais que c'est possible. Et je l'ai dit à mes parents, mais ils me croient pas. Premièrement, si t'es majeur, t'as pas besoin de l'aval de tes parents. Et deuxièmement, en fait, ils ont pas à te croire. Tu seras à leur place, tu ne te croirais pas non plus. C'est ça. Donc, démerde-toi, t'ouvres un PayPal, tu crées ta micro-entreprise, c'est gratuit ou ça te coûte 45 € pour je sais pas quoi, pour le registre des commerces, je sais pas quoi. Bon, bah voilà, t'y vas, quoi. T'arrêtes de dire, oui, en fait, j'ai besoin que mon chien, mon lavabo, mes parents, mon grand-père, ils soient d'accord avec moi. Bah non. C'est clair. T'y vas, quoi. C'est clair. Moi, mes parents ont commencé à me croire le jour où j'ai eu des résultats, où j'ai commencé à gagner de l'argent. Et avant, j'aurais pas pu obtenir ça d'eux, même avec les meilleurs arguments, je pense. Donc il faut le faire, en fait. D'abord, tu le fais, et ensuite, t'essaies de convaincre avec ce que t'as fait. Mais c'est vrai on n'a pas besoin. C'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est gratuit, tu vois. On a cette chance quand même de pouvoir lancer un business gratuitement, de pouvoir s'éduquer nous-mêmes sur Internet, de pouvoir s'entourer, se créer un entourage physique ou un entourage virtuel, tu vois, avec des mentors ou des gens pour tout ça, en fait, à aucun moment on a besoin de l'aval de nos parents. À partir du moment où ils nous laissent utiliser la connexion Internet, c'est tout ce dont on a besoin. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, d'attendre qu'ils soient d'accord. Après, il y a la question des études. Et ça, c'est plus compliqué quand tu vis chez tes parents et tout. Moi, quand j'avais 17 ans, je savais que je pouvais gagner ma vie avec, j'avais déjà gagné un peu d'argent avec, mais j'ai quand même fait 3 ans d'études, tu vois, parce que c'était même pas question, en fait, que d'un coup je me lance à corps perdu. Et pendant ces 3 ans d'études, donc c'est possible aussi de faire ça, j'ai choisi des études qui m'ont laissé du temps libre. Et pendant ces 3 ans d'études, j'ai mûri mon projet, j'ai fait avancer le topo, j'ai continué à construire mon audience, à faire mon blog, etc. Et à la fin de ces 3 années d'études, j'avais mis un peu d'argent de côté aussi en travaillant en alternance. J'ai dit à mes parents, maintenant je fais une année de césure, je pars en voyage, tout ça, je lance mon projet à fond. Et à la fin de cette année, tu vois, c'était un peu le deal. À la fin de cette année, soit ça marche, et dans ce cas, je continue et je reprends jamais mes études, soit ça marche pas, et dans ce cas, je reprends mes études. Donc ça a été aussi une façon, tu vois, de calmer le jeu et de rendre ça relativement simple avec mes parents. Mais en effet, en fait, la seule preuve et la seule garantie
ça va fonctionner, c'est que ça fonctionne déjà, c'est que tu as déjà des résultats, quoi. Et pour ça, t'as pas besoin d'attendre l'aval de qui que ce soit. C'est ça qui est beau. Bien sûr, mais on en revient encore une fois à l'état de nature, c'est que quand tu as un marché, dans tous les cas, que tu as une économie libérale qui ne requiert l'aval de personne, ni tes parents, ni même l'État, à part côté légal, etc., t'as aucune barrière en fait. Et aujourd'hui, avec que ce soit Podia, System.io, Shopify, etc., tu peux te créer une boutique, tu peux te créer un site web, t'as les réseaux sociaux pour les sources de trafic, t'as YouTube, t'as besoin de l'aval de personne, quoi. Du moment que t'as quelques centaines d'euros, créer un business, c'est faisable, et non seulement c'est faisable, mais entre guillemets, c'est facile. Alors, t'as des alternatives gratuites bien à sûr. tout ce que t'as dit là. Donc, tu peux même le faire vraiment avec zéro, quoi. Évidemment. Mais après, c'est quand même mieux d'avoir un peu d'économie de côté, que ce soit pour la formation, pour que ce soit, avoir un système qui marche quand même Première mieux, formation, moi, j'ai mis sur un Google Drive, j'ai créé un bouton PayPal, un lien PayPal, tu vois, d'achat. Et les mecs qui achetaient, je leur envoyais le lien vers le Google Drive. C'était vraiment ghetto, quoi. Il n'y avait pas Podia à l'époque aussi, je veux dire. Mais voilà, ça coûte rien, tu vois. Ça coûte rien. T'as la commission PayPal, mais c'est une commission sur tes ventes. Donc t'as déjà bien sûr, donc ça ne te coûte rien à la base. Si t'as des résultats, ça prend une commission, quoi. Pas de capital, ouais. Ok, donc tu montes ton truc, ça commence à marcher. Est-ce que à ce moment-là, tu commences à construire une audience ou pas encore? Alors, c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé à suivre des créateurs de contenu, dont toi. Il y avait aussi un Allemand qui s'appelle Niklas, et qui parlait justement de création de contenu. Et moi, j'aimais beaucoup ce que tu disais sur le contenu quotidien. C'est d'ailleurs quelque chose dont je me suis beaucoup inspiré sur Instagram. Je l'ai importé sur Instagram français. À l'époque, il n'y avait pas du tout de contenu quotidien. En fait, c'était des citations, des vidéos. Et j'étais le premier à créer donc des stories avec la patte graphique qui m'est reconnue aujourd'hui, c'est-à-dire les traits rouges, etc. Je mets beaucoup de temps, comme je t'avais expliqué en off, sur les stories, etc. Et à cette époque-là, donc quand je découvre d'autres créateurs de contenu, je me dis, bon, tu crées un site web, etc. C'est bien, tu as des clients, on te recommande, c'est très bien. Mais en fait, ça me prenait pas tant de temps que ça, quoi. C'est-à-dire que je travaillais peut-être une journée complète, 24 heures, on va dire. Je travaillais vraiment 24 heures dans la semaine. Mais moi, je voulais toujours plus. C'est-à-dire que j'ai pas été dans cette optique de je vis de mon business, c'est bon, tranquille, etc. J'avais quand même plus d'ambition que ça. Et donc, je me suis dit, créer une audience, ça me parlerait bien, quoi. Et j'ai vu donc que YouTube, c'était pas vraiment fait pour moi, parce que je voulais pas d'ailleurs montrer mon visage, etc. Rien ne me convenait, à part Instagram. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais commencer à partager un peu mon quotidien d'entrepreneur, mettre des conseils d'après ce que j'ai fait, etc. Et en plus, je trouvais que j'avais une certaine légitimité malgré mon âge à l'époque, parce que, en fait, j'avais un business. C'est-à-dire qu'à contrario de mecs de 25 ans qui te donnent des conseils, des machins, il y a aucun fond parce qu'ils ont jamais rien monté. Tu vois, ils te vendent des formations de 3000 balles alors qu'ils ont jamais fait de business à part la vente de formation, et ils t'apprennent, à faire un autre truc qu'ils ont jamais fait. Moi, je me suis dit, tiens, je vends des sites web, ça marche, je vais parler de ça. Et donc, j'ai commencé donc de zéro, avec 0 abonnés sur Instagram, à mettre des conseils, à partager mon quotidien, à faire des petites stories. Des fois, je fais des stories même où je parlais, où j'expliquais des concepts, des principes, comment j'avais réussi à closer un client, juste avec une petite phrase, un petit truc, des trucs un petit peu comme ça. Et donc, sur un an, j'ai fait que ça. C'est-à-dire que tous les jours, et c'est pour ça que ça me fait rire les gens qui se lancent sur Instagram, qui au bout de 2 semaines font je comprends pas, j'ai publié 3 posts et je suis pas célèbre. J'ai fait 1 an, je publiais 6 posts par jour. 6 posts. Alors que j'étais en cours à côté. Donc, c'est-à-dire que à la pause du midi, moi, il y avait tous mes potes qui étaient en train de faire machin, à manger et tout, ils sortaient et tout. Moi, j'étais comme un autiste, tu vois, sur mon téléphone, dans un escalier du lycée, à publier des posts, à machin, à faire des stories, quoi. Et donc, pendant 1 an, j'ai fait ça, avec un rythme insoutenable. C'était quel genre de post? À quoi ça ressemble à l'époque? Alors, c'était soit des idées, il y avait aussi un peu de motivation, parce que moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé lorsque je m'étais lancé. Que des gens me disent c'est possible. C'est quoi? C'est des vidéos? C'est des images? Des citations? C'était des infographies à l'époque, donc avec des personnages inspirants, des citations, des conseils, que ce soit la vente, le marketing. J'étais vachement dans le concret comparé à d'autres. C'est-à-dire, par exemple, je mettais 10 mots à ajouter à tes argumentaires de vente pour les rendre plus persuasifs, 3 conseils pour augmenter tes ventes, machin, etc. Je faisais évidemment des stories. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 an à une cadence insoutenable. Je dormais 4 heures par nuit, etc. Et un moment est venu le jour où j'ai lancé ma première formation. Et là, ça a été le 2e gros déclic que j'ai eu dans ma vie. Parce que jusqu'alors, malgré qu'il y avait eu le dropshipping, j'arrivais pas à coupler les deux. C'est-à-dire que dropshipping, ça vendait en automatique. Une fois que la vente est faite, c'est bien, mais c'est parti, t'as plus rien à faire. Mais le bénéfice est quand même moindre. À l'inverse, on avait la prestation de service où le bénéfice était énorme, mais une fois que la vente était faite, il fallait travailler derrière. Et c'est là où j'ai trouvé donc la vente de formation où on avait le meilleur des deux. C'est-à-dire les hautes marges, et une fois que c'est vendu, t'as plus rien à faire.
Et donc, ça faisait 3 semaines à peu près que je m'étais pris d'une passion. C'était peut-être déjà arrivé les moments où tu es obsédé par un truc. Bien sûr, ouais. Pour les sectes. C'est un truc, moi, j'ai toujours aimé les trucs un peu border, sombres, etc. Et donc, pendant 3-4 semaines, je me suis mis à fond là-dedans. J'ai eu des bouquins en anglais, des trucs qui avaient 3 avis sur Amazon, des documentaires, des reportages et tout. Et je m'en suis bouffé. Et à la fin, je crois que c'était un samedi, j'étais donc chez mes parents à l'époque. Ma mère me dit, oui, écoute, Manoa, on a des invités qui arrivent vers 20 à 21h. Je suis ok, très bien. Il était, je sais pas, 14h, tout dans le genre. Et donc, à ce moment-là, je commençais à envoyer des petits emails quotidiens. Encore rien de fou, mais pareil, des petits conseils sous un autre format. Et là, je me dis, mais pourquoi je lancerais pas une formation sur les sectes? Un truc sans grande prétention, pas très cher, à 50 €, un petit truc qu'on lance comme ça. Donc, je me dis, allez. Un petit produit. Un tout petit produit. Et donc là, je commence à faire une mind map, etc. Tac, tac, tac. Je fais différents modules, machin. Hop, direct, j'enregistre. Je me dis, en fait, là, il me reste 5 heures. Il me reste 5 heures pour tout faire. Et je me lance un petit challenge, tu vois. Des fois, t'as des petits sursauts comme ça d'inspiration, de dopamine. Tu fais, allez, vas-y, j'y vais, quoi. Mode bulldozer activé. Je commence à enregistrer. Je bégais parce que forcément, c'est la première fois que tu fais un contenu vidéo payant. Les gens vont payer pour t'entendre. Donc, t'as la pression. Hop, tu sais, en plus, t'as l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Les invités, ils arrivent dans 2 heures, là. Tac, 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 tac. Donc, t'enregistres, tu renregistres. Hop, je mets tout. Je fais une petite page de vente avec juste des bullet points. J'écris un mail. Il est 15 minutes avant que les invités arrivent. J'envoie l'email. Hop. Je descends. Je prends une douche. Je sors de la douche. Je vois les invités. Ah, bonjour, comment ça va, machin. Hop, je prends mon téléphone. Une vente. Oh putain, trop bien. Ça va, machin et tout, tac. 2 ventes, 3 ventes, 4 ventes. Et du coup, j'ai fait 400, 500 € en une soirée. Ouais. Donc, j'avais vendu un site web à 500 € avec un produit que je pouvais encore vendre pendant 3 ans, que je vends encore parfois même aujourd'hui. Ouais. Donc, 3-4 ans après. Ouais. C'est extraordinaire, et là, en fait, formation. C'est le meilleur produit du monde. Avec des marges, donc, en plus, aucune publicité, toujours. Donc, t'enlèves les fameux frais Stripe et PayPal, et c'est tout. Point. En plus, j'étais un micro-entrepreneur, donc l'acre. Tu sais, ce plaisir de dire quel travail est fait, j'ai appuyé sur un bouton, c'est publié, c'est plus entre mes mains. Bien sûr. Et là, tu reçois des petites notifs de paiement régulièrement, la nuit, le matin, à 4 heures du mat, n'importe quoi. Tu réécris un email, ça revend. Et en fait, tu te dis, mais c'est limite trop beau pour être vrai. Ouais. Donc, tu peux te dire aussi, ah, il y a eu peut-être un coup de chance. Ouais. Et tu reçois une deuxième formation, c'est pareil. Une troisième. Tu fais, putain, c'est incroyable. Et là, tu prends la confiance, et la quatrième, ça flop. La quatrième formation, ça flop. Et là, tu remets tout en question, en fait. Tu dis, mais en fait, je me suis peut-être trop investi là-dedans. Ouais. Peut-être je suis pas aussi bon que je le pense. Ah, mais en fait, est-ce que je suis vraiment légitime? Le premier flop, c'est le pire, parce que comme t'en as eu qu'un seul, tu penses que c'est la fin. Sauf qu'en fait, tu vas en avoir plusieurs autres après qui vont te dire, ah, ben, en fait, c'est juste un flop, et la prochaine marchera mieux, quoi. Et au début, je pense que alors déjà, t'as cette peur, parce que t'es pas encore aussi confortablement, financièrement aisé qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, en fait, ton offre, t'en fais 1 ou 2 par mois, et tu dis, en fait, ma vie dépend de ça. Bon, alors, je vendais toujours des sites web à côté, donc ça allait, mais je me consacrais de plus en plus à ça. Donc, fallait que ça marche de plus en plus, en fait. Et quand tu lances une formation qui flop, t'as vraiment cette immaturité normale et naturelle de dire, mais en fait, ça se trouve, c'est un coup de chance. Ça se trouve, ça va plus jamais marcher, etc. Alors qu'en fait, c'est juste, voilà, même aujourd'hui, ça m'est arrivé récemment, enfin, il y a à peu près 1 an, où j'ai lancé une formation sur l'email marketing. Et moi, j'étais persuadé que ça allait marcher. Parce qu'en fait, j'avais conscience de la valeur de mon produit, mais je ne le savais pas encore à ce moment-là. J'avais pas réussi à la transmettre, cette valeur. C'est-à-dire que j'avais pas réussi à montrer en quoi ça rapportait autant. Parce que l'email marketing, moi, aujourd'hui, c'est 80-90% de mes revenus. Pour moi, c'était évident. Donc, je ne l'ai pas poussé, cet aspect-là. Et donc, je suis retrouvé, je me souviens, j'étais avec une amie, j'envoie l'email, donc normalement, c'était flopé de vente assurée. Et en une soirée, j'ai fait 1 vente. Et c'était donc le client ultra fidèle qui a acheté tout. Donc j'étais content, mais je me suis dit, mais attends, mais c'est un problème de taux d'ouverture. Je vais voir Mailchimp, etc. Donc le logiciel que j'utilise pour envoyer des emails. Non. Il s'était ouvert correctement. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était pas il y a 2-3 ans, le flop, machin. Non, là, c'était une formation que j'avais travaillé, j'ai passé 3 semaines dessus. Ça devait marcher. Pourquoi ça marchait pas? Et donc là, c'est très dur. C'est très dur et ça entraîne une baisse des résultats qui entraîne une baisse de morale. Et en fait, tu fonctionnes vachement par cycle vertueux et vicieux. Et c'est très dur de sortir de ça. C'est la difficulté avec les formations en ligne, c'est que vraiment, on peut avoir des succès qui sont au-delà de nos espérances sur une formation
parfois quand on s'y attend pas du tout, et d'autres formations où on pense que ça va marcher et ça marche pas. Et souvent, en effet, tu l'as bien résumé, c'est genre on pense que ça va marcher parce que pour nous, c'est une méthode qui est géniale. Mais en fait, comme elle est géniale pour nous, c'est une sorte d'évidence et on va moins faire d'efforts au moment de la vente pour la pousser, pour essayer de trouver cet angle, tu vois, l'argument. Souvent, ça va être l'argument massu, tu vois, un argument qui va déclencher les ventes et qui va faire en sorte que les gens comprennent en fait ce que toi t'as compris avec cette méthode. Bien sûr. Et c'est vrai que moi aussi j'avais des différences colossales. Aujourd'hui peut-être un petit peu moins, mais à l'époque j'ai des différences colossales entre les produits qui marchaient vraiment bien, qui étaient genre fou, tu vois. J'avais fait genre en un mois je faisais chiffre d'affaires d'1 an l'année précédente, et genre des produits qui étaient des flops totales. Et je comprenais pas pourquoi. Et c'est vrai que souvent c'est toi qui te remets en question à ce moment-là, en disant peut-être que j'ai perdu mon mojo, peut-être que les gens me font plus confiance, peut-être que je sais plus faire des formations, peut-être que c'est simplement la fin des formations en ligne, c'est bon, je me suis fait trop d'argent, maintenant ça marche plus. Et en fait, plus t'avances, plus tu comprends que tout va jouer justement dans la manière dont tu vas présenter l'offre, dont tu vas vendre la formation, les arguments que tu vas utiliser, le positionnement que tu vas utiliser. Et ces trucs-là, c'est super, c'est le marketing, c'est super intéressant. Et on se rend compte avec le temps que ça a un rôle prépondérant dans la vente de formation, au-delà même de la valeur en soi de la méthode. En fait, il n'y a pas de valeur intrinsèque dans les formations. Et donc, la valeur, c'est vraiment le système que tu arrives à construire autour, le système mental que tu arrives à construire autour de cette formation. Bien sûr. Et moi, j'avais aussi, et je l'ai fait plusieurs fois, cette erreur, cette erreur de débutant, entre guillemets, qui est normale, tout le monde passe par là, mais de sortir des formations qui, en fait, résolvaient effectivement un problème, mais qui mettaient en valeur un autre problème sous-jacent. Donc, par exemple, pour le programme sur l'email marketing, en fait, moi, j'ai eu plein de mecs qui, à la fin de la promotion, parce que j'ai essayé de regarder un peu vers auprès de mes élèves les plus proches, avec qui ceux que j'accompagne, par exemple, avec qui j'ai un contact direct sur WhatsApp, etc. Je leur ai dit, mais par exemple, toi, pourquoi est-ce que t'as pas investi dans ce programme, quoi? Ils me disaient, bah écoute, c'est bien l'email marketing, d'accord, mais moi, j'ai pas de liste email. Ouais. Bah ouais. Bah ouais, mais et là je me suis dit, mais ma note était complètement con, quoi. C'est comme si je disais, bon bah comment vendre sur Instagram avec un compte à 100 000 abonnés. Merci mec, mais en fait j'ai pas de compte à 100 000 abonnés. Et c'est pour ça qu'après j'ai noté justement que je m'étais foiré. Et donc la formation suivante, c'était comment construire une liste email. Alors c'était pas comment créer une liste email, parce que justement je voulais toucher un truc où j'aurais plus de légitimité, où les gens comprendraient mieux et où il y aurait pas de problème sous-jacent. Et donc j'avais lancé Instagram Empire, qui est donc le programme où t'apprends à trouver ta niche, t'apprends à obtenir de l'audience, à être transformé en client, à vendre des produits, à monétiser, à développer et tout. Et en fait, du coup, il y avait tout un écosystème et il n'y avait pas de problème sous-jacent. C'était ça c'est intéressant parce que si tu mets le doigt sur un truc qui est très présent dans le monde de la formation, c'est que souvent les gens veulent acheter, tu vois, nous par exemple, on est dans une thématique qui est très proche, mais ce qui va très bien marcher par exemple chez moi en termes d'offres, ça marchera pas forcément aussi bien chez toi et inversement. Bien sûr. Parce que on a construit une audience différemment sur des plateformes différentes et donc les gens souvent vont avoir envie de reproduire quelque chose qui ressemble à ce qu'on a fait. Et donc moi par exemple, je sais pas, quand je faisais de la vidéo quotidienne, quand je faisais des formations sur comment créer des vlogs ou comment créer des vidéos, elles cartonnaient, c'était mes formations qui marchaient le mieux. Et maintenant que j'ai arrêté, que j'en fais très peu et que je me concentre sur les emails, c'est mes formations sur les emails qui fonctionnent le mieux. Donc il y a aussi un truc que les gens qui te suivaient, ils te suivaient pour ce que tu avais construit sur Instagram, c'était ça qu'ils voyaient. Et donc ce sur le quoi tu étais plus légitime de faire des ventes, et ce qui allait le plus les intéresser, c'était justement comment construire quelque chose qui ressemble à ce que toi tu as construit sur Instagram. Il y avait ça. Il y avait aussi le problème, le facteur légitimité. C'est-à-dire que les gens, ils ne voient pas ma légitimité en email marketing. Même si je leur dis, oui, 80% de mes revenus. D'accord, je te crois pas, je vois pas. Okay. Instagram, c'est visible. C'est-à-dire que moi, je montre mes résultats en story, il y a les 100 000 abonnés, ils voient que je suis pas là, le pingouin qui vient d'arriver en mode, vous allez devenir riche, que je suis là depuis plus de 3 ans. Donc, il n'y a pas du tout la même confiance, la même crédibilité, la même légitimité, la même autorité, etc. Donc, évidemment que c'est normal que tu parlais par exemple de quand tu faisais des vlogs quotidiens et que c'était tes vidéos qui marchaient le mieux. Bah oui, parce que comme tu l'as très bien dit, les gens te voyaient faire des vlogs. Ils voyaient parce que justement eux regardaient que tu les faisais bien. La notion d'inspiration est très forte aussi dans ce milieu-là, c'est-à-dire que tu as vraiment une influence sur les gens et c'est cette influence aussi qui va déclencher des ventes. C'est les gens vont avoir envie de te ressembler et surtout vont avoir envie de résoudre leurs problèmes de la manière dont toi tu as résolu les tiens. Et d'ailleurs, tu dis montrer. Alors toi, je sais que tu montres beaucoup tes résultats, notamment sur Instagram. Tu montres des captures d'écran de tes revenus, etc. Et je sais que pour moi aussi, je le fais de temps en temps. Et c'est vrai que quand on essaye d'arrêter de le faire, on se rend compte que ça marche tellement bien de le faire. C'est un peu bête, tu vois, de juste mettre des captures d'écran de son compte PayPal, mais ça marche tellement bien que c'est difficile de ne pas le faire. Et c'est un peu comme les youtubeurs fitness. Si t'es un youtubeur fitness et que t'as pas un corps de rêve et que tu le montres pas, ça va être, même si tes théories sont très bonnes,
très pointu, que tu as beaucoup bossé dessus, ça va être beaucoup plus difficile de vendre. Tu sais, il y a un dicton marketing qui est show don't tell, montre, n'explique pas. Et il faut réussir à trouver un moyen dans sa thématique de montrer que ça a marché pour nous ou que ça a marché pour nos clients, mais d'avoir une manière visuelle, vraiment visuelle, hyper concrète de le prouver, même si ça paraît un peu bête et même si nous on se dit je vais pas faire ça, ça sert à rien, ça ne demande pas d'effort. C'est pas parce que ça demande pas d'effort pour toi que ça va pas inspirer les gens. C'est la valeur pour soi et la valeur pour l'autre. Et c'est pas anodin, c'est vraiment important et c'est important aussi pour tes élèves. Moi je sais que je me serais peut-être pas lancé dans ce milieu-là si j'avais pas été inspiré par des gens qui vivaient leur vie de rêve sous les cocotiers. Alors évidemment, c'est hyper romancé. Je sais bien que c'est pas parce que t'es sous les cocotiers que t'es heureux. Et j'ai vu après la vie de ces gens-là qui était pas si désirable que ça. N'empêche qu'à ce moment-là où moi j'enchaînais les stages pourris à Paris sous la grisaille et tout, et je voyais ces mecs qui bossaient 2 heures par jour avec un laptop sur des plages de rêve avec des cocotiers. Moi, ça m'a donné une motivation, une énergie entrepreneuriale hyper forte. Donc ça marche en termes de vente, mais ça marche aussi en termes d'aide aussi pour tes clients, pour les motiver à se lancer. Bien sûr. Et ça permet aussi de se différencier quant à la concurrence. Parce que je pense, alors t'en as sûrement eu toi aussi, moi j'ai énormément de copycats, surtout sur Instagram où les barrières à l'entrée ne sont pas les mêmes que sur YouTube. Tu crées un compte, tu mets 3 stories et c'est bon, t'y es. Moi j'ai énormément de mecs qui reprennent mes stories, qui reprennent mon contenu, qui reprennent mes principes, qui reprennent mes contenus. Et donc d'une part c'est évidemment très flatteur. Ça prouve que voilà, je suis le nouvel ennemi à abattre sur Instagram. C'est bon signe en tout cas. Bien sûr. Mais du coup, les gens, ils peuvent aussi se retrouver perdus parce que, à part le critère abonné, t'as pas forcément en tant que personne intéressée par l'entrepreneuriat, de manière, de facteurs, de tiers de confiance pour évaluer qui est crédible et qui est un pingouin. Et donc, montrer ses résultats, c'est aussi... Qui est un pingouin, ça vient d'où? Bah, non, je sais pas, c'est une petite expression que j'utilise souvent. J'ai jamais entendu cette expression. C'est mon père qui disait ça souvent, je crois. Qui est un pingouin et qui ne l'est pas, quoi. Ouais. Et c'est-à-dire que le fait de montrer ses résultats, de manière aussi transparente que moi. Par exemple, moi, je mets les screens PayPal, Stripe et aussi le quaderno, c'est-à-dire mon résultat comptable, quoi, de combien j'ai de chiffre d'affaires, etc. Bah, ça permet d'avoir une transparence totale. Évidemment, c'est du marketing, mais c'est aussi une transparence de dire, bah, écoutez, moi, les mois où je fais moins, je vous le montre. Les mois où je fais énormément, je vous le montre aussi. Comme ça, on fait une relation de confiance. Vous voyez que je suis légitime. Et moi, c'est un truc dont je joue beaucoup sur Instagram. C'est quand tu vas sur mon profil, t'as 5 stories à la une de résultats. Ouais. C'est-à-dire que le mec qui me découvre, il peut appuyer comme ça pendant une demi-heure et voir que des résultats. Et ça remonte, tu vois 56 semaines, 57 semaines, 58 semaines. Donc, au bout d'un moment, en termes de légitimité, tu peux pas faire mieux. Et ça permet de te différencier de tous ceux qui prétendent à être toi, à avoir les mêmes compétences, légitimité, etc. que toi, mais qui ne l'ont pas. Donc, en tout cas, dans notre thématique. Dans d'autres thématiques, évidemment, il y a bien d'autres manières de prouver que tu es plus légitime et crédible que tes concurrents. Mais dans la nôtre, c'est comme ça que ça se passe. Après, il faut jouer le jeu du marché. Il y a toujours des abus. Par exemple, je sais que dans le dropshipping, c'était la course au chiffre d'affaires. Sauf que derrière, t'avais des mecs, genre, il leur restait 500 balles à la fin du mois parce qu'ils claquaient tellement en pub, en acquisition. Ils faisaient genre 1 million, mais il leur restait que dalle, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a toujours, moi, c'est un truc qui me gêne un peu quand je veux partager mes résultats parce que je sais que ça aide les gens et tout. Je leur dis, mais en fait, ça dépend parce qu'il y a des années où je mets beaucoup d'argent en pub, où j'ai beaucoup de frais et tout. Il y a des années, si tu mets une tonne d'argent en pub, forcément, tu vas gonfler ton chiffre d'affaires, tu vois. Donc il faut réussir aussi à trouver une mesure plus juste de ce que tu gagnes, peut-être en enlevant l'argent de la pub, etc. Enfin, Moi, c'est ce que je fais, c'est qu'en fait, j'explique aux gens exactement où va l'argent, comment il est réparti. Donc déjà, je précise que voilà, je suis pas formateur expatrié à Dubaï qui fait du scam. Moi, j'ai une société en France et je suis legit, quoi. Donc moi, je fais, bah écoutez, là voilà, il y a X% de TVA. Ensuite, il y a en moyenne X de charges. Ensuite, moi, j'ai 2 personnes à payer. Donc, bah voilà, en gros, sur 100 000 euros, il reste autant. Il reste, je sais pas, ça, c'est intéressant parce que dans ta thématique, en plus, ça a une valeur pédagogique de faire Bien ça. sûr. Et d'apporter, ça permet aux gens de comprendre et de se projeter aussi. Et il y a plein de gens aussi qui se reconnaissent pas dans le schéma, ouais, on fait un business un peu scammy puis on se barre à Dubaï. Il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, qui veulent monter un business qui soit éthique, moral. Rester en France ou pas, on s'en fout, mais juste monter un business qui soit dans les clous, dans les règles et où c'est transparent. Moi, je le vois aussi dans mon audience, c'est une vraie problématique. Il y a des gens qui en ont rien à foutre, qui veulent juste faire un maximum de thunes. Et il y a des gens qui sont consciencieux de vouloir faire les choses bien et de vouloir faire un truc honnête, de vouloir faire un truc aligné, avoir du sens dans leur vie, etc. Et c'est un marché qui est différent. C'est pas les mêmes, souvent c'est pas les mêmes personnes. Bien sûr. Et donc c'est pas la même audience, quoi. Juste, on va parler un peu d'Instagram parce que je trouve ça très intéressant. Mais juste, tu dis que tu partages du coup tes résultats avec ton audience. Tu le fais, alors je sais pas, peut-être t'es en hyper croissance depuis le début, t'es encore au début, mais est-ce que si t'as connu des mois plus difficiles ou si tu as amené à en connaître, comment tu communiques avec ça sur ton audience? Est-ce que t'as pas peur que ça impacte tes ventes négativement? Alors, c'est une petite technique marketing que j'avais vue en fait. C'est-à-dire que montrer ses faiblesses,
montrer les moments où ça marche pas bien, donner le petit faux défaut de ton produit. Ouais. Les gens, en fait, ça te rend crédible et humain à leurs yeux. Ça accroît ta crédibilité. Évidemment, ça te rend plus transparent. Et moi, je sais que par exemple, cet été, j'ai fait beaucoup moins. Parce que j'ai moins travaillé, parce que je suis parti en vacances, parce que j'ai profité de mes proches. J'avais même dit à mon comptable auparavant. C'est-à-dire que je me souviens en juin, je lui ai dit, écoutez Renaud, là, ça va pas être la folie. Préparez-vous-y. Ça va pas être la folie. Ça va aller Renaud. Tout va bien se passer. T'inquiète pas Renaud, ça va bien se passer. Et donc je lui ai dit, écoutez, voilà, moi, j'ai besoin de cette période où je travaille moins. Alors évidemment, j'abandonne pas mon business et je dis, bon bah ciao les gars, dans 2 mois. Mais je sors moins de nouveaux produits, je fais moins d'offres, etc. Et donc je suis passé de, alors je crois si je dis pas de bêtises, mai c'était aux alentours de 35 000, 40 000 dans ces eaux-là. Et du coup je me suis retrouvé en juillet à 13 000. Et donc moi qui monte beaucoup mes résultats, forcément c'est aussi un piège. Renaud a fait un infarctus. Renaud il est passé à 2 doigts. Mais du coup voilà, c'était, je me suis retrouvé, je me suis posé cette question de. Et t'en as fait, du coup tu l'as exploité, t'en as fait un contenu et t'en as parlé à toi. Justement je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle de manière aussi transparente ou pas? Est-ce que ça va pas entacher mon image? Et au final je me suis dit, moi je pense que si j'étais à la place de mes clients aujourd'hui, j'aimerais bien que celui à qui je fais confiance pour me former, ils me disent quand ça va pas aussi. Ouais. Et du coup, j'avais dit, écoutez, là, j'ai fait 17 000 en août, par exemple. J'ai fait 17 000. C'est moins que d'habitude. Et j'en ai fait même un vocal sur Telegram. Je lui ai dit, écoutez, c'est pour telle raison. C'est prédictible, en fait. C'est pas j'ai merdé, c'est j'ai moins travaillé. Ouais. Et encore une fois, ça prouve que même quand on a des clients, même quand on est sur le trafic, si on se branle et ça impacte les résultats. Je pense que c'est une bonne chose sur le long terme, parce que je pense qu'il y a aussi un truc que certains de nos collègues ne voient pas, c'est qu'ils complexent aussi les gens et ils créent même parfois une forme de jalousie, d'agacement. Et tu vois, les Mr. Bright, les mecs pour qui tout va bien tout le temps, ils ont jamais de problème et tout, ça cache quelque chose en fait. Et ça crée une sorte de méfiance, voire une jalousie. Et je sais que pour beaucoup de gens, ça les complexe et ça les empêche aussi de s'identifier à la personne. Ce qui est très fort, en fait, le meilleur truc qu'on puisse créer dans nos thématiques ou dans nos business, c'est que les gens se disent, OK, c'est un mec ordinaire qui a réussi quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, d'extraordinaire pour eux. Et en fait, pour ça, le présupposé, c'est que tu sois un mec ordinaire. Si t'essayes de passer pour un mec Mr. Bright, pour qui tout sourit, pour qui tout est facile, les gens vont pas pouvoir s'identifier à toi. Et donc, ils vont avoir du mal aussi à te faire confiance et à penser que tes méthodes vont fonctionner pour eux. Même s'ils te croient, ils vont se dire, ouais, mais pour lui, c'est facile, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, c'est important d'être honnête. Moi, j'ai fait aussi à la fin de l'année dernière où j'ai fait un moins bon chiffre d'affaires. Pour la première fois, j'ai fait un chiffre d'affaires plus bas. Et j'ai fait une vidéo complète pour expliquer et tout. Et moi, ma démarche, c'était, je me suis pas posé la question pendant 1 heure. Je me suis dit, pareil que toi, je me suis dit, si j'étais mon audience, j'aimerais avoir cette vidéo, ça m'intéresserait et ça me rassurait aussi, parce que peut-être qu'eux aussi ils ont fait une année moins bien, donc ça me rassurait et donc j'aimerais qu'ils la fassent. Et donc je l'ai fait et en fait j'ai eu des très bons retours et je pense sur le long terme, sur le court terme peut-être que ça va pas, en effet les mecs vont pas acheter comme des fous en disant bon il a fait un mois pourri, mais sur le long terme je pense que vraiment c'est bon pour nous, ça renforce la relation avec les gens. Ouais, et ça leur permet aussi de comme tu l'avais très bien dit, de rendre les choses plus atteignables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'entrepreneuriat où ceux qui réussissent, ils réussissent tout le temps, ils réussissent tout et très très bien. Et donc moi je m'identifie en tant que client, que intéressé par l'entrepreneuriat, etc. Je me dis mais en fait c'est des gens auxquels je ne pourrais jamais prétendre. Ouais. C'est-à-dire que je pourrais jamais être comme eux. Et donc avoir 2-3 mecs qui sont comme toi, c'est-à-dire qui sont en France, qui montent un business où tu vois, c'est pas opaque, tu vois exactement comment ça fonctionne, qui disent, écoutez, là, j'ai fait un mois de dingue, et ce mois-ci, en fait, c'était merdique, et pour telle raison, en fait, le mec, il se dit, ah, mais en fait, il est pas comme moi, mais il est au-dessus de moi, mais je peux atteindre son niveau. Si je bosse, parce que lui aussi, il fait des merdes, lui aussi, des fois, il dort mal, il est crevé le lendemain, lui aussi, des fois, il met toute son énergie dans un truc en mode, Manoa qui lance Rentier Digital, ça va marcher à fond et en fait 3 ventes, tu vois, il est comme nous, il est comme moi. Et donc c'est faux. Enfin, vouloir incarner un personnage parfait, c'est toujours un mensonge. Moi, j'ai rencontré quand même beaucoup d'entrepreneurs, certains avec des succès incroyables. Ces gens ont tous quand même certaines tares, des gros problèmes dans leur vie, des questionnements énormes. Enfin. Et parfois, ça colle pas du tout avec leur marketing, tu vois. Et donc, c'est juste aussi simplement être transparent, être honnête avec son audience. Ouais. Juste, alors, j'aimerais qu'on parle un peu d'Instagram, si t'es OK. Vas-y. Comment t'as fait pour construire une audience sur Instagram? Et je te pose vraiment la question naïvement, parce que moi-même, je ne sais pas comment faire. Contenu d'acquisition.
C'est-à-dire que C'est quoi du contenu d'acquisition sur Insta? c'est des posts, c'est des tweets, c'est des reels, c'est des vidéos, c'est un contenu que tu postes donc dans le feed, et en fonction de sa viralité, bah, tu vas atteindre potentiellement X personnes qui seront intéressées par ce que tu racontes, et sur ces X, imaginons qu'il y ait 100 personnes, selon la pertinence, la viralité, les propos, les idées, les valeurs de ton post, tu en auras un plus ou moins grand pourcentage qui va dire putain mais c'est intéressant, qu'est-ce qui peut m'apporter ce mec, qu'est-ce qu'il veut me raconter, en quoi il peut m'aider, what's in it for me, hop. Et du coup, bah ça fait 3-4 ans que moi je poste absolument tous les jours. Alors anciennement c'était 6 fois au tout début pour carburer, aujourd'hui c'est 1 à 2 fois. Mais donc c'est des vidéos qui deviennent virales, et donc forcément bah un contenu, c'est comme sur YouTube, un contenu qui fait 300 000 vues, tu vas prendre une part d'abonnés. Sur YouTube, il y a vraiment un moteur de recommandation. Tu vas sur la page d'accueil YouTube, la moitié des vidéos, c'est des gens auxquels t'es même pas abonné, tu vois. Sur Instagram, tu vas sur ta page d'accueil, t'as que tes abonnements. Il faut vraiment aller dans l'onglet explorer pour tomber sur d'autres posts. Alors, comment tu fais justement pour aller chercher des gens sur Instagram, alors que c'est quand même un réseau assez fermé, assez centré sur des gens qui sont déjà connus ailleurs, souvent? Alors je pense que c'est très fermé pour toi et l'utilisation que t'en as. C'est-à-dire que si toi, t'es pas fanat d'Instagram, t'y vas, tu vois ce qu'ont publié tes abonnements, tu réponds à 2-3 messages, tu traînes 30 secondes, tu fais bon allez, j'ai du travail. Il y a énormément de gens qui ont pas eu du tout, depuis les premières fois où ils ont installé Instagram, cette utilisation-là, et donc ils vont aller dans l'Explorer, la petite loupe. Ils vont aller dans le format Reels, donc qui a été vachement inspiré de TikTok. Et donc moi, je vais apparaître ici, dans l'Explorer, etc. Si Instagram a déterminé que Johan, Lucas, Alexis, peu importe, eh ben ils aiment bien les contenus entrepreneuriaux et qui sont français, Fortu Media, qui est catégorisé par Instagram comme un compte entrepreneurial français, business, etc., il va, Instagram, recommander mes contenus à ces gens-là. Et donc, quand le mec est sur Instagram, il voit Fortu Media avec le branding rouge, le logo, le machin, passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois sur une période plus ou moins longue, 15, 20, parce que on se fait recommander, quoi. 3 millions d'audience, on les charbonne, quoi. Bah, au bout d'un moment, si le mec accroche aux vidéos qu'il a vues, aux idées qui sont transmises, aux valeurs qui sont prônées dans ces vidéos-là, il va se dire, ah, mais qu'est-ce qu'il fait, ce mec? Il va soit s'abonner, soit aller voir les stories. Et donc, en fait, tout mon compte Instagram n'est qu'un gigantesque, tunnel de vente qui part du contenu d'acquisition aux stories. Ah, c'est intéressant. Donc, les petites stories pinées, là, en haut du compte, les gens les voient, les gens vont les regarder spontanément après s'être abonnés à ton compte. Et c'est là où tout change, c'est-à-dire que moi j'apprends un truc, parce que moi je pensais que personne ne le regardait jamais ces trucs-là, tu vois. Mais c'est parce que c'est pas ta plateforme de prédilection. Et les gens qui, oui, sur Instagram découvrent un compte, souvent il y a une réflexion à l'abonnement, c'est-à-dire que les gens ils vont sur ton compte, soit ils s'abonnent directement s'ils ont vraiment aimé les vidéos, soit ils vont se dire bon bah qui c'est ce gars-là, et ils vont lire la bio. Et la bio, c'est marqué ma bio, c'est du copywriting. On peut vraiment créer du contenu d'information sur Instagram. Et comment est-ce que tu as 2-3 formats justement pour créer du contenu informatif qui fonctionnent particulièrement bien sur Insta? Alors, il y a une règle d'or, c'est les contenus éducationnels, informatifs sont toujours en story. Parce qu'en fait, la portée de ton post dépend de la viralité. Toi, si par exemple tu vois un post et qui t'apprend des choses, quand tu trouves une pépite, ton réflexe n'est pas de la partager, c'est de la garder pour toi. Donc tu vas regarder, tu vas screenshot ou tu vas enregistrer. Nous, ce qu'on cherche, c'est de la viralité, de la portée, du brassage. Et donc on va mettre des propos chocs, on va mettre des trucs sur le coronavirus, on va mettre des trucs un peu politiques, libéralo à droite, on va tenir des propos entrepreneuriaux mais un peu chocs, assez clivants, pour justement créer du débat, créer une arène de gladiateurs dans les commentaires pour qu'ils se déchirent tous entre eux, donc ceux qui sont d'accord avec moi et ceux qui ne le sont pas, et donc ça crée un max de référencement. Et oui, il est possible de créer du contenu éducationnel, mais pour ce faire, pour qu'il soit pertinent, pour que les gens le voient, l'apprécient à leur juste valeur, ces contenus. En fait, c'est la deuxième étape. Mettre en story. Oui, c'est la deuxième étape du tunnel. La première étape, c'est de faire parler. Tout à fait. Créer des contenus qui font du buzz, qui font de la polémique, qui font parler les gens, que les gens partagent. Parce on sait qu'est-ce qui marche bien, c'est ce qui est drôle ou ce qui est polémique, c'est ce qui va souvent le mieux marcher, le plus être partagé. Donc, tu vas faire ces contenus-là pour attirer le chaland. Et ensuite, pour les gens qui vont être plutôt adhérés à ton point de vue, ils vont rentrer un peu dans ton profil, ils vont s'abonner, ils vont commencer à regarder les stories. Et là, tu leur apprends des choses et tu commences à les ferrer quelque part. Dans les stories, c'est du coup la deuxième étape du tunnel de vente. C'est de la fidélisation et de la conversion. C'est-à-dire que les gens, je vais montrer mon quotidien. Donc quand j'étais au Mexique, par exemple, je mettais des stories, etc. Et je vais ponctuer ce quotidien qui, évidemment, fait rêver parce que c'est un train de vie quand même qui est sympa. Je vais mettre des petites marques d'autorité. Un petit screen par-ci.
un petit témoignage par là. Et du coup, en fait, tu crées de l'intérêt. Tu fais un peu de personal branding aussi, tu filmes tes hôtels, tes voyages. Je filme mes hôtels, je filme, bon, des fois je raconte des anecdotes, je renvoie sur mes différents canaux. Toujours sans jamais montrer ton visage. Toujours. Ok. Évidemment. En fait, au début, c'était juste un truc parce que je voulais pas montrer mon visage, pas spécialement, je m'en foutais, mais et voilà. Après, ça fait partie de ta marque maintenant. Voilà, c'est la marque Fortumedia, c'est une marque qui n'a pas de visage, aussi parce que Fortumedia peut être tout le monde, en fait. Est-ce que tu te dis parfois il y a des choses que tu n'oserais pas dire sur ton compte Instagram si tu montrais ton visage? Est-ce que ça te protège un peu cet anonymat aussi? Je pense que ça me permet d'être 100% franc et transparent dans ce que j'ai envie de communiquer, etc. Et je pense que oui, que Fortumedia soit associé à un visage, peut-être ça entraînerait une certaine retenue de ma part. Notamment peut-être sur les sujets politiques. Bien sûr, parce qu'en soi, si je parle de marketing bourrin, t'as jamais un mec qui va venir te cracher dessus dans la rue parce que ton marketing était un peu... non. Par contre, si tu mets des vidéos très clivantes, etc., tu peux, tu vois, imaginons que voilà, les 3 millions d'audience, j'avais commencé à maximiser ça en août, en septembre, avec des vidéos pas mal politisées, pas mal polémiques. Là, je me serais dit, peut-être que je devrais plus me retenir. Parce qu'il y a de la colère et de la violence qui peut être liée à ces trucs-là. Est-ce que ça te pose aucun problème parfois de dire je nourris ces polémiques qui peuvent être peut-être stériles ou qui apportent pas forcément de positif à la société? J'ai une forme de réalisme très cru par rapport à ça, c'est-à-dire que je me dis que, encore une fois, s'il y a une demande, c'est qu'il y aura forcément une offre, parce que le marché du contenu... Si c'est pas toi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. C'est exactement ça. Le marché du contenu, c'est un marché libéral. Si des gens veulent voir un certain contenu, ce contenu va forcément émerger. Okay. Si tu peux en profiter éthiquement, légalement, en tout cas en amenant les gens vers un truc positif derrière. C'est-à-dire que ton but, c'est pas juste de clasher. C'est-à-dire que voilà, quand je parle par exemple des impôts et que c'est très clivant, le but c'est pas juste de dire les impôts c'est nul. C'est que après derrière le mec, s'il s'intéresse, s'il comprend, etc. comment ça marche les impôts, s'il a les mêmes valeurs que moi, etc. Derrière, il va trouver un contenu qui l'intéresse et un contenu qui est pas ultra négatif, machin. Pas polémique, et en mode, écoute, si tu montes un business, tu fais ça. Okay. Et sinon, donc ça, j'ai compris. Et sinon, en dehors d'un point de vue plus global, plus structurel, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, du fait que ça se radicalise de plus en plus sur les réseaux sociaux et qu'il y a de plus en plus de polémiques et de haine? Moi, je pense que les réseaux sociaux sont le reflet de l'humanité. Sont le parfait reflet de la tendance morale, politique, globale d'un pays ou d'une audience. C'est juste un amplificateur, mais c'est pas le déclencheur. Bien sûr que non. Si les gens n'avaient aucun problème et si rien ne les énervait, s'ils voyaient du contenu comme ça sur les réseaux sociaux, ils s'en foutraient. Ça les atteindrait pas. Quand tu vois un contenu qui t'énerve, c'est parce que tu t'identifies à cet énervement et que toi aussi tu l'as vécu ou tu le ressens d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est pas aussi parce que justement ça paye de créer du contenu qui énerve et donc il y a une incentive pour les créateurs à justement créer du contenu polémique? Bien sûr, évidemment, mais ça tu le vois dans les titres de bouquins, tu le vois dans les émissions télé qui marchent, tu le vois dans absolument tout. Le négatif vend. Parce que même dans les argumentaires de vente, on parle un peu de copywriting très brièvement, on a toujours un moment où tu tournes le couteau dans la plaie, où tu fais l'apocalypse, où tu lui décris le pire qui pourrait lui arriver dans le futur, où tu lui dépeins une vision de la réalité future ou actuelle qui est affreuse pour que justement ton produit, ton service apparaisse au prospect comme la solution à ce constat désastreux. Donc, c'est dans la nature humaine aussi d'utiliser le négatif. Et dans tous les cas, si tu fais du contenu bisounours, rose bonbon, oui, c'est très bien, tu contribues peut-être au bienfait, mais en attendant, ton concurrent, il va faire exactement ce que t'as pas osé faire. Et tu vois, tous tes clients, hop, chez lui. Et donc, oui, forcément. Et après, lui, derrière aussi, il a pas forcément tes scrupules sur le reste. Bien sûr. Et ça, c'est un truc aussi qui moi, que je trouve important. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens vraiment bien, ou vraiment mesurés, ou vraiment intelligents, qui n'osent pas parler de certains sujets, parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans l'arène. Mais du coup, ils laissent la place, en fait, à des gens qui sont beaucoup moins bienveillants, qui sont beaucoup moins constructifs dans cet endroit-là, parce que eux ont peur d'y aller. Sûr. Donc, le fait de s'autoriser à rentrer dans l'arène, c'est aussi un moyen de dire, voilà, je vais pas laisser l'arène aux requins, et moi aussi j'entre dedans pour amener les gens vers quelque chose de plus positif. Bien sûr. Si on parlait en off un autre jour de Jordan Peterson, moi j'aime bien Jordan Peterson, c'est un gars qui je trouve fait quelque chose d'utilité publique, parce qu'il amène beaucoup de gens qui pourraient avoir des tendances de droite, qui pourraient les amener vers quelque chose de vraiment malsain, et les amène vers un truc beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus centré aussi sur une démarche de développement personnel et d'accomplissement de soi, tu vois, de responsabilité personnelle. Et je trouve que c'est bien en fait que les gens comme lui
s'autorise, si tu veux, à rentrer dans une arène politique et polémique pour amener ensuite les gens vers quelque chose de sain. Voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Mais... Bah oui, c'est-à-dire que le seul moyen de véritablement contrôler l'arène, c'est de se battre dedans. Et en plus, si économiquement, c'est un intérêt pour toi, et que en plus, in fine, la personne qui se bat à tes côtés dans l'arène parce qu'elle adhère à tes propos, à tes valeurs, à tes idées, tu l'amènes vers quelque chose de positif, c'est-à-dire accessoirement devenir libre financièrement, avoir ton propre business, ça va, il y a pire. C'est ça, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Ok, donc Instagram, super intéressant ce que tu m'as dit. Les posts, ils servent à faire parler, ils amènent les gens sur le profil. Sur le profil, tu fais des stories, notamment les stories pinées en haut, qui éduquent les gens ou qui les fait rêver, etc. Et ensuite, tu les amènes quoi sur ta liste email? Alors, il y a des podcasts, il y en a plus de 200. Il y a le canal privé Telegram. C'est pas trop difficile de gérer tous ces trucs en même temps, les emails quotidiens, les podcasts, les Insta et tout? Pas forcément, parce que je pense que si tu te décarcasses un petit peu, tu as toujours des choses à dire. Même si tu dis non, c'est pas assez intéressant. Non, mais c'est peut-être pas à ton niveau actuel, intellectuel, peut-être en ce moment pour toi. Mais sauf en fait, le truc que tu te retiens de dire, peut-être ça va aider 100 personnes qui n'attendaient que ça en fait. Donc je me dis, quitte à faire moins de contenu que je trouve absolument excellent, parce que quand par exemple aujourd'hui je fais un podcast, c'est parce que j'ai vraiment un truc capital que je trouve incroyable à dire. Bah par exemple lorsque j'ai une idée, une anecdote ou un petit truc, un petit conseil, une astuce, Telegram. Lorsque j'ai des grandes idées à développer ou que j'ai un produit à vendre, email. Lorsque j'ai par exemple une grande idée ou alors du contenu plus personnel, plus émotionnel, dont les gens ont plus besoin et que je dois développer, je vais pas le faire dans un email de 46 pages ou une story. C'est toi qui fais tous tes contenus aujourd'hui? Oui. Ok. Je vais le faire dans un podcast. Ok. Et les vidéos sur Instagram, c'est quoi genre le type de vidéo qui marche bien? Dans ma niche ou de manière générale? Bah, si tu sais de manière générale, c'est encore mieux. De manière générale, comme on l'a dit, c'est le contenu assez fort en fait. Okay. C'est-à-dire, genre c'est quoi? Tu vois, cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo? Ça dépend énormément de la thématique, de la niche, mais globalement, tous mes élèves, par exemple, surtout ceux qui veulent pas montrer leur visage, ils vont prendre des vidéos, du contenu souvent trouvé sur d'autres plateformes, donc TikTok ou YouTube, qu'ils vont mettre en format Instagram avec leur branding, etc. Et en fait, ça va être du contenu qui est de près ou de loin relié à leur produit, puisqu'en fait, tout contenu gratuit est indirectement un contenu de vente. C'est-à-dire que, oui, effectivement... Mais c'est qui, du coup, dans ces contenus qui parlent? Par exemple, moi, c'est des entrepreneurs américains, c'est des extraits de reportages sur la fiscalité ou des gens qui ont monté leur business, etc. C'est en fait le contenu que tu dois publier, c'est tout ce qui peut intéresser ton prospect et l'amener un petit peu plus vers toi. Donc, tu vas trouver, je sais pas, mettons, une interview d'Elon Musk. Tu vas prendre un petit bout qui est un peu croustillant. Par exemple. Tu vas le découper, tu vas le mettre en format vertical, tu vas le poster sur Instagram. Et ensuite, les gens vont en vouloir d'autres et donc ils vont s'abonner à ton... Exact. Ok. Intéressant. Donc c'est un business model qui est extrêmement simple. Donc c'est pas difficile d'amener des gens qui sont venus, en l'occurrence pour cet exemple-là, par exemple pour Elon Musk, de les amener vers ton contenu à toi? Alors c'est très difficile, surtout quand tu fais du qualifié. Moi par exemple, j'ai plusieurs comptes Instagram qui ne sont pas donc Fortumedia, mais qui sont dans la même niche, où je fais du contenu beaucoup plus broad. C'est-à-dire plus de la motivation, des extraits de films un peu larmoyants ou motivants ou sur des valeurs, etc. Et en fait, ces comptes-là, ils sont très faciles à grossir. Donc là, on a des comptes où on prend 1000 abonnés par jour, quoi. Donc c'est énorme. Mais c'est pas ultra qualifié. Moi, sur Fortumedia, par exemple, pourquoi mon nombre d'abonnés n'augmente pas tant que ça? Parce qu'en fait, j'ai énormément d'abonnements, mais j'ai aussi énormément de désabonnements. C'est des gens qui ne me supportent pas. Il y a des gens, non, mais c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un de très cru. J'ai mes idées, mes valeurs. Si tu n'es pas d'accord avec moi, non seulement je m'en fous, mais en plus t'es invité à partir, quoi. Et c'est très clair. Et je n'ai aucune haine envers les gens qui partent, mais s'ils n'ont rien à faire avec moi, bah vous êtes libre de partir, oui, qu'il y a aucun souci. Donc effectivement, c'est très dur de les amener d'un point A, qui est juste une vidéo de motivation ou entrepreneuriat, etc., à un point B, c'est-à-dire bon bah vous montez un business, vous investissez toutes vos économies en crypto, en bourse, etc., et puis on y va, quoi. Évidemment qu'il y a un trajet qui est énorme, mais c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de contenu du type les stories à la une, les podcasts, les emails, le Telegram. C'est parce que tout ça, ça permet une conversion au niveau des idées, des valeurs extrêmement bourrin, mais en même temps très douce, parce que je leur apprends des choses à mon audience. Je leur apprends des choses, je leur enseigne ce que moi j'ai appris, de gré ou de force, c'est-à-dire dans des bouquins ou alors ce que j'ai appris à mes dépens. Par exemple, bah, on lance une offre, ça marche pas. Exemple type. Donc oui, c'est très dur, mais c'est aussi le prix à payer pour avoir une audience de gens qui sont vraiment qualifiés et pas des touristes.
Demain, si je fais du contenu beaucoup plus broad, comme tout le monde sur Instagram, en mode, oui, en fait, faut croire en tes rêves, bah, je suis très content qu'il faille croire en mes rêves, mais ça m'avance pas beaucoup. Alors que oui, un contenu par exemple sur les impôts, non, mais j'ai un très bon exemple là-dessus. Une fois, j'avais fait une vidéo de motivation, sur, du coup, Instagram Reels, qui avait fait 300 000 vues, ça avait dû me rapporter une 50aine d'abonnés, et honnêtement, la qualification était vraiment pas top. Parce que la vidéo, en plus, avait été postée plusieurs fois, donc c'est normal qu'il y avait un très faible taux d'abonnement. En revanche, une fois, j'avais publié un tweet sur les impôts. Et là, j'ai eu plus de 200 abonnements, alors qu'il avait fait que 5000 likes. Et des personnes, parce que je le vois maintenant, après avoir travaillé 4 ans sur Instagram, je vois quel profil est qualifié juste en regardant la photo de profil et la bio, quoi. Et j'ai vu que les 200 nouveaux abonnés étaient extrêmement qualifiés. Effectivement, j'ai une mémoire très visuelle et j'ai vu que ces personnes-là étaient devenues clientes par la suite. Donc, on s'en fout, entre grosses guillemets, du nombre de personnes qui viennent, qui y restent. Qui viennent plutôt. Ce qui est très important, c'est les personnes très qualifiées qui vont rester. Donc moi, ça me va aujourd'hui. Je crois que si on enlève les désabonnements aux abonnements, je dois prendre quelques dizaines d'abonnés par jour. Et les gens se diraient, mais attends, mais t'as 100 000 abonnés, tu prends quelques dizaines d'abonnés par jour, mais c'est ridicule, moi j'en prends 2000. Ouais, mais tu fais combien avec ton audience? Ouais, 2000 € avec un placement en story, bah, c'est très bien, mec, mais moi je bâtis un vrai business, j'ai une vraie audience, et les gens, par exemple, ce qui est génial avec Fortune Media aujourd'hui, c'est que je suis amené à travailler, à collaborer, à rencontrer des personnes de plus en plus grâce à Fortune Media. Donc c'est aussi un intérêt bien plus profond que j'ai des programmes. Et d'ailleurs, c'est aussi l'intérêt, parce que les gens disent, bon, ce qui rapporte le plus, c'est la liste email qualifiée, mais la liste email, personne ne le voit, tu vois. Et en fait, avoir quand même un réseau social, pas forcément tous, tu vois, mais avoir une plateforme sur Internet sur laquelle tu as une grosse audience visible. Moi, c'est YouTube, par exemple, tu vois, 150 000 abonnés. Ça permet vraiment de débloquer tout un tas d'opportunités. Il y a beaucoup de créateurs ou de gens connus qui ont besoin de filtrer forcément les gens qu'ils rencontrent. Et le filtre le plus évident, c'est le filtre public du nombre de gens qui te suivent. Et donc, en effet, ça ouvre pas mal d'opportunités. Et moi, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens intéressants juste grâce à mon nombre d'abonnés sur Instagram, même si on sait tous que ça veut pas dire grand-chose et que c'est plus de la vanity metrics qu'autre chose, sur YouTube, dans mon cas. Mais ouais, voilà. Mais de manière générale, c'est quelque chose qui ouvre énormément de portes, l'audience. Outre le fait que, en termes de revenus, en termes de solidité, de pérennité d'un business, c'est excellent d'avoir une audience. Ça t'ouvre des portes. Voilà, moi aujourd'hui, j'envoie un message, je sais pas, à un influenceur, un entrepreneur. Bah oui, c'est sûr qu'avec un compte à 100 000 abonnés, il y a beaucoup plus de chances qu'ils te répondent. Parce que t'es pas un no one. J'aime bien en fait l'idée que tu te sois lancé sur Instagram, et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette interview, parce que je pense que Instagram c'est quelque chose de très abordable en fait pour beaucoup de gens. Les gens se disent Instagram ça va, tu vois, genre je connais, tu vois, genre même les gens qui sont pas à l'aise avec la technique, ils ont un compte Instagram, ils savent poster une story, ils savent poster une photo, et donc le fait de dire que tu peux monter un business pas entièrement sur Instagram, mais presque quand même, tu vois, genre le plus gros de ton audience vient d'Instagram, et que tu peux en fait transformer Instagram en une vraie plateforme pour tout faire, pour d'acquisition, de fidélisation, de vente, enfin voilà, c'est vraiment une plateforme qui permet de tout faire, un peu comme un site web avant. Je pense que c'est intéressant pour beaucoup de gens. Bah en fait, ça te semble tout de suite plutôt plus abordable. Il y a moins de barrières à l'entrée. Comme tu le disais, tout le monde a déjà posté une story. Ouais. Alors qu'une vidéo YouTube, il faut savoir monter, les gens vont jamais créer sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a un changement de plateforme qui est demandé. Donc c'est une barrière à l'entrée de plus. Il y a un nouveau format. Alors que oui, toi comme tes amis qui ne sont même pas entrepreneurs, tout le monde a déjà posté un post, c'est ça. Une story. Alors que tout le monde n'a pas fait une vidéo YouTube ou un tweet. Tu vois, on est déjà sur des trucs un peu moins. Ok, juste pour finir, t'es quand même 19 ans, tu gagnes beaucoup d'argent. Est-ce que tu flambes beaucoup? Est-ce que tu crames tout? Ou est-ce que tu as déjà, parce que généralement c'est la première étape, tu vois, ou est-ce que tu as déjà conscience de dire bon, ça serait bien quand même que je mette de côté? Alors, t'investis en bourse et tout, donc ça déjà c'est bien. J'ai investi énormément en bourse, en crypto et dans des projets du style Play to Earn, NFT, etc. Mais non, c'est-à-dire que aujourd'hui, si je me sors un salaire par mois, toute transparence de 3 000 € par mois, quitte à payer des charges, etc., c'est parce que je vais investir en immobilier en nom propre. Et c'est aussi pour cette raison que je suis en train de créer ma holding pour justement investir ma trésorerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part des charges nécessaires pour mon entreprise, donc c'est-à-dire les voyages, c'est ce qui me coûte le plus d'argent, donc les Airbnb, les hôtels, les billets d'avion, etc., je ne dépense absolument rien. Je suis pas du style à aller claquer chez Gucci, etc. Et la seule remarque qu'on pourrait me faire là-dessus, c'est oui, mais les Rolex, parce que j'en ai 3. Et les gens ils peuvent se dire ah mais Rolex.
Oui, imbécile. Alors déjà pour le marketing, c'est de la crédibilité. Et deuxièmement, en fait, ça prend plus de la valeur que tu dis des mecs en crypto, ça me fait extrêmement rire. Il y a des mecs en crypto qui me disent rentabilité, Rolex, c'est nul. Et en fait, ces mecs, tu vois, ils perdent tous les 4 matins. Alors moi aussi, je suis un grand fan des cryptos, mais faut pas tout miser là-dessus. Ouais. Et les Rolex, bah, tu vois, ma première Rolex, elle a pris 45% de valeur en 2 ans. Donc c'est plus excitant pour toi d'investir que d'acheter. Je me fous d'acheter. En fait, je peux dépenser beaucoup pour des expériences. Les voyages et tout, je n'ai presque aucune, dans la limite des raisonnables évidemment, je n'ai presque aucune limite parce que je considère que tu t'achètes des souvenirs, tu t'achètes de la vie, tu t'achètes du bonheur, etc. Sans vouloir faire le philosophe à deux balles, je trouve que ça te permet de vivre en fait. Acheter des biens matériels, en fait, je trouve que c'est plus encombrant qu'autre chose. C'est-à-dire que moi, je voyage avec une petite valise, j'ai mon Mac, mon iPad, mon iPhone, ma montre, mon passeport, un peu de cash et c'est tout quoi. Ouais. Et c'est aussi ce que je recherchais, malgré le fait que je reste en France fiscalement pour investir, etc. Moi, j'aime beaucoup être libre, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire très peu de possessions, très peu d'attaches, une liberté quasi totale, parce que flamber, oui, mais pourquoi ? Honnêtement, c'est pas pour faire le mec ultra humble, machin, mais pourquoi ? C'est quoi la finalité ? Honnêtement, du moment que t'es compétent, que tu as déjà un business, que les gens savent que tu es crédible, que ça marche pour toi, t'as pas besoin d'aller acheter une écharpe LV à 300 balles ou un manteau Gucci à 700. Si ça te fait plaisir, ça te rend heureux, c'est très bien. Si toi, ton kiff, c'est d'acheter même une grosse voiture, en fait, si ça te rend heureux, c'est ok. Mais si tu te forces pour le faire juste pour impressionner les autres, non, mais réinvestir dans ta boîte, les gens seront bien plus impressionnés lorsque tu auras multiplié ton capital par 10 que parce que tu auras une chaussure Gucci où on peut douter que ça soit des vrais, quoi. Surtout une seule chaussure, quoi. Une seule chaussure, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Non. Bon, écoute, c'était super intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Instagram, @fortumedia. Ok. Bon, je pense que les gens iront voir. Et merci de m'accueillir. On est à Dijon. On n'a pas dit. On est à Dijon. On est à Dijon. Très joli. Merci à toi de m'avoir. Pas. Tu m'as fait tester les vins de Bourgogne quand t'es venu à Paris il y a quelques semaines. Et ça m'a donné envie de venir, c'était très sympa. En même temps, c'est le seul truc qu'on a en Bourgogne. Et la moutarde. C'est les vins et la moutarde. Et mec, à chaque fois que tu parles de Dijon, on est la moutarde. Oui, il y a peut-être d'autres trucs dans la ville que la moutarde. Non, écoute, au moins on a le vin, c'est déjà ça. Écoute, je te remercie de m'avoir invité. C'était un plaisir. Yes, de rien. Et à la prochaine du coup. Avec plaisir. Ciao. Ciao.